Un PPP, c'est un partenariat public-privé. C'est un nouveau type de contrat qui existe en France maintenant depuis une grosse dizaine d'années. C'est un contrat par lequel la puissance publique délègue la construction, la gestion et l'entretien d'un service public ou d'un service d'intérêt général en échange d'un loyer fixe contre le privé, lequel privé a à la fois la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur l'ensemble du projet de A à Z. Ah, tiens, alors, t'as toujours une excuse. Ah mais non, t'es... En plus, c'est la voiture, toujours une excuse. Un des exemples le plus célèbre, c'est l'hôpital Sud Francilien. Donc c'est un des premiers hôpitaux qui a été construit, enfin le premier hôpital qui a été construit en partenariat public-privé. Donc c'est avec cette idée que le privé fait mieux, moins cher et plus rapidement. Et donc on a vu le résultat. Il y a eu 8 mois de délai dans les travaux. 8000 malfaçons qui ont été constatées donc dans le bâtiment, 8000 choses qui ont été mal faites par des experts. Et ensuite, une hausse du loyer qui a été déterminée suite à tous ces problèmes dans la construction qui a été décidée, plus 100 millions qui a été ajouté d'euros qui a été ajouté à la facture totale, juste parce que l'entreprise privée a donc mal fait le travail. Il faut imaginer que dans un hôpital qui est en partenariat public-privé, quand quelque chose est cassé, si l'entreprise avec qui vous avez fait le partenariat public-privé, enfin la transnationale plutôt, parce que, décide de venir 3 mois après ou de vous faire payer 4 fois le prix qui est à peu près classique pour réparer votre porte, votre fenêtre, etc., vous êtes lié par un marché, donc vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre la bonne volonté du privé et de payer le prix qu'il vous donne. Ça coûte plus cher pour un ensemble de raisons, notamment parce que le privé emprunte pour plus cher que le public. Et donc, lorsque le secteur privé, des grands groupes, vont emprunter la somme pour mener à bien une infrastructure, ils vont emprunter pour plus cher et au final on le payera. Deuxièmement, parce que c'est un secteur qui est très peu concurrentiel. Ce sont au total 3 grandes boîtes qui raflent presque tous les PPP. Il y a Vinci, Eiffage et Bouygues qui mettent la main sur absolument tout. Les PME dans l'affaire sont écartées, puisque le principe du PPP, on l'a dit, c'est qu'un groupe privé fait tout. C'est-à-dire depuis le crédit bancaire jusqu'à la finition de la toiture. Et il n'y a que 3 groupes en France qui savent faire vraiment l'ensemble d'une chaîne de production. Les preuves que ça coûte cher, il y en a assez souvent, mais elles sont assez compliquées à avoir, puisque l'endettement des PPP est un endettement qui est caché. Le principe, comme on l'a dit, c'est qu'au lieu qu'une communauté, une collectivité, débourse par exemple 20 millions d'euros en un an pour son réseau de lumière ou pour une piscine municipale, elle va débourser sur la longue durée, via un loyer payé au privé, une somme supérieure. Et du coup l'endettement explose, puisque au lieu d'avoir 20 millions d'euros en un coup, on va payer 2 millions d'euros par an pendant 15 ans. Et donc au total, ça nous coûtera 30 millions au lieu de 20 millions. Mais c'est une réponse qui est développée à la fois sous la pression des grands groupes financiers qui viennent assaillir les collectivités territoriales pour pouvoir mener à bien ce genre de projet, et d'autre part, puisque l'État réduit les dotations aux collectivités territoriales et que donc, étranglées financièrement, elles sont encouragées à étaler dans le temps des dépenses, quitte à, au final, faire payer plus cher les contribuables. On a le début du livre, l'idée principale qu'on a pu en extraire, enfin la première idée qu'on a pu en extraire, c'est que dans les partenariats publics-privés, donc il y a une priorité qui est assez claire, c'est priorité à la profitabilité, à la logique de profit des projets, et qui se fait souvent au détriment d'une certaine détérioration des services, avec un impact négatif assez clair à la fois sur les salariés et à la fois sur les usagers. C'est des contrats antidémocratiques parce que la population n'est jamais, on ne lui demande jamais son avis en amont, que c'est des contrats qui sont classés sous secret commercial, donc auxquels aucun des habitants et des citoyens n'a accès. C'est des contrats qui font des milliers et des milliers de pages, donc en plus c'est d'une complexité extrême. Et en plus, Adrien parlait tout à l'heure des 3 boîtes qui tiennent ça, Bouygues, Eiffage et Vinci. C'est des gens contre lesquels on ne peut jamais voter et qui nous entraînent dans un cadre sur plusieurs années, parce qu'on paie un loyer sur plusieurs années, dont il est extrêmement difficile de sortir, sauf à payer un paiement de sortie qui est extrêmement élevé. Et donc on est obligé de rester dans ce cadre-là, qui n'a été décidé par personne à part un élu à un moment, et sur lequel les citoyens n'ont pas la transparence du contrat et n'ont pas le choix d'en sortir. Souvent le patron du PPP, là si j'ai bien compris,
C'était un énarque qui précédemment a donné une carrière dans le secteur privé. Donc une fois qu'il a quitté le public, il va dans le privé et c'est un conflit d'intérêt. Voilà. Moi, il y avait des conflits d'intérêt. Oui, il fait les deux choses. Comme on parle de 3 grands trusts qui ont tous les contrats PPP, on imagine bien les collusions politiques et privées qu'il y a. On aime bien raconter cette anecdote avec Adrien parce que c'est assez fort. Un des anciens présidents de la mission d'appui au partenariat public-privé, Noël de Saint-Pulgent, qui est aussi à côté président de l'association d'entraide des familles nobles de France, donc faut voir la chose, et qui lui était quelqu'un qui vendait des PPP avant, promouvait des PPP justement au Royaume-Uni, et qui ensuite, comme d'autres présidents de la mission d'appui au partenariat public-privé, retourne dans des corps comme la Cour des comptes. Oui, en fait, on est tombé au hasard sur l'ONU qui transfère certains pouvoirs à des sociétés privées, par faute de moyens. Donc ça, c'est la première lecture. Et en seconde lecture, on peut se dire que est-ce que c'est réellement par manque de moyens ou c'est le prétexte du manque de moyens qui amène justement le transfert de ces pouvoirs vers des sociétés comme Bill Gates, etc. Et où là, ça deviendrait de l'idéologie. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Le deuxième, c'est utiliser un Tous en se faisant taper sur les doigts par la Cour des comptes. Mais enfin bon, ça n'explique pas non plus d'obscurité, c'est qu'on n'a pas compris dans l'accord. Mais... Alors, on a fait un atelier d'arpentage, donc où on avait comme point de départ 2 livres, plus là. Et donc on avait décidé de renverser, plutôt que d'avoir une conférence sur chacun des livres avec les auteurs qui pourtant étaient là, on a décidé de faire un atelier de lecture selon une méthode qui s'appelle l'arpentage, qui est une méthode d'éducation populaire développée au 19e siècle dans les cercles ouvriers, qui consiste du coup à déchirer les pages du livre, ce qui a un côté un peu iconoclaste, mais on s'y fait. On donne des liasses, du bouquin à des binômes et les gens travaillent vraiment sur une petite portion du livre et après on fait une reconstitution collective. Alors on le fait avec des consignes un peu particulières sur lesquelles je ne reviens pas, il y a quelques astuces un peu pour permettre l'auto-éducation, l'auto-formation et on peut lire un livre, se l'approprier collectivement sans professeur, sans leçon d'études de texte. On n'a aucune impuissance puisque chaque citoyen a le droit de demander compte à tout agent public les comptes de son administration. Vous voyez, les citoyens ont beaucoup de pouvoir. Les citoyens ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont le droit d'accéder à toute la documentation administrative et ils ont ce droit de savoir comment est utilisé l'impôt. C'est pas un droit nouveau, c'est pas un droit récent, c'est un droit qui date de 1789 et qui est constitutionnel. Donc il suffit de l'utiliser. Voilà, donc je dis aux gens, utilisez vos droits, il ne s'agit pas de prendre des risques, mais d'exercer ses droits. On cherche l'implication citoyenne, on cherche à ce que les gens s'emparent des sujets et ensuite que ça prenne corps de façon massive, et donc maintenir un rapport vertical avec des experts qui viennent instruire les gens, ça nous paraît justement pas assez impliquant. Et la méthode induit en fait une vision politique qui est de dire vous pouvez vous-même vous emparer des sujets. Daniel Ibanez qui parlait du Lyon-Turin disait si chacun prend la conscience qu'il peut s'emparer de ce sujet qui a l'air difficile mais qui ne l'est pas, tout est disponible, etc. Alors vous devenez puissant. Vous devenez le pot de fer face au pot de terre de la bande de politiciens qui tiennent la chose. Voilà. Ce genre de méthode me paraît être une contribution pour permettre aux gens de s'emparer, d'avoir conscience en leur propre pouvoir, y compris intellectuel. On a dans cette société dans laquelle on vit des gens qui sont extrêmement riches, des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Il faut juste se dire une chose, c'est que plus on a de pouvoir et plus on a aussi de contre-pouvoir. Le problème, il faut que les gens qui ont le contre-pouvoir le sachent, parce que le nombre est quand même à la base. On est dans un système pyramidal, celui qui est en haut a beaucoup de pouvoir, mais plus il est en haut et plus il y a des contre-pouvoirs en bas, à la base de la pyramide. Simplement, il faut que les gens qui ont ce contre-pouvoir l'utilisent. Donc on a aujourd'hui de véritables capacités
à pouvoir utiliser les droits citoyens qu'on a, à ne pas considérer qu'on a un pot de fer en face de nous et que nous serions un pot de terre, parce qu'en fait, ce pot de fer, il est d'une certaine manière limité, même limité intellectuellement, parce qu'il nous voit, et il voit ses opposants toujours comme une caricature. Il les voit toujours, quelquefois même de manière paranoïaque. Hein, dès qu'on dit le mot gauchiste, alors là, ça y est, là, ils pensent qu'on va leur couper la tête, ils s'en vont en Suisse avec leurs valises pleines de billets. Vous voyez, c'est quelque chose d'irrationnel. Hein. En 1980, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont partis pensant que les chars russes allaient arriver dans les rues de France. Donc, si vous voulez, on est toujours dans ce système-là. Il est de notre responsabilité citoyenne, il est de la responsabilité et de la capacité surtout de chaque citoyen de pouvoir utiliser ses droits, d'exercer ses droits. Effectivement, pour les exercer, il faut les connaître. Mais c'est très simple, hein, que chacun aille relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et très franchement, il y a énormément de choses qui sont écrites. Il est dommage que dans notre République, on oublie la référence à ce texte.